Bonsoir à tous et bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Passer à la loupe l'exécution du programme de société et les promesses du président Roch Marc Christian Kaboré. Telle est la principale mission de l'observatoire permanent mis en place par des organisations de la société civile. Les membres de cet organe de veille et de suivi ont été reçus cet après-midi par le président du Faso. Les transporteurs ont un rôle à jouer dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure a appelé les transporteurs routiers à faire siennes les règles en vigueur pour faciliter l'identification des voyageurs. La rencontre s'est tenue aujourd'hui à Ouagadougou. Des précisions dans un instant. Et puis la Cour constitutionnelle centrafricaine a annulé les résultats des élections législatives du 30 décembre dernier. Selon la Cour constitutionnelle, les législatives ont été entachées d'irrégularités. Les résultats de la présidentielle organisée le même jour ont quant à eux été validés. Des organisations de la société civile ont mis en place un observatoire permanent de suivi de l'exécution du programme de société du président Roch Marc Christian Kaboré. Les membres de cet observatoire se sont entretenus aujourd'hui avec le chef de l'État. Le président Kaboré a également reçu un émissaire de la représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire et une délégation de l'international socialiste. Le point de ces audiences avec Pawandorogo, Jean Zongo et Viviane Tendrebego. Les organisations de la société civile ont présenté le projet de présimètre au président du Faso. C'est une plateforme de suivi de la conformité des actions du gouvernement avec le programme du président Kaboré. Nous sommes des ONG contre le pouvoir et non pas contre le pouvoir. Chaque fois, ne serait-ce qu'une fois tous les ans en tout cas, il y aura un bilan de ce que nous aurons observé. Il n'est pas exclu même que dans les 100 premiers jours, nous ayons une réaction de ce qui se passe. Le présimètre est accessible via Internet au www.présimètreburkina.bf. À la suite des organisations de la société civile, le président du Faso a reçu la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire. Rien n'a filtré des échanges entre Aïchatou Mindaoudou et le président du Faso. La dernière délégation à être reçue est celle du Comité Afrique de l'Internationale socialiste. Ses membres ont d'abord rencontré le président de l'Assemblée nationale qui les a par la suite accompagnés à Kosiam. Nous avons fait le déplacement pour apporter notre soutien au président Kaboré, au peuple burkinabé. Bientôt, nous prendrons des initiatives régionales dans le cadre de ce terrorisme qui se réalise partout. Les 3 audiences se sont déroulées ce 26 janvier entre 11h et 13h. À quelle date se tiendront les élections municipales? La question était au centre des échanges entre le ministre en charge de l'administration territoriale et de la décentralisation et les représentants des partis politiques. Plusieurs hypothèses et projections ont été faites, mais aucune date n'a été pour l'instant retenue. Il a aussi été question des attaques terroristes du vendredi 15 janvier et des mesures sécuritaires prises pour y faire face. Le point avec Issa Lankwande. La situation nationale faite aux partis et formations politiques. Simon Compaoré refait le film du déroulement des événements survenus au Burkina depuis le 15 janvier et les mesures de riposte et de sécurisation. Outre les attaques djihadistes, celle du dépôt d'armes de Yimdi a également fait l'objet de communication. Autre sujet à l'ordre du jour de cette rencontre avec les acteurs politiques, l'organisation des élections municipales. 2 hypothèses sont émises. Le code électoral dit que entre 2 élections, si l'espace qui sépare 2 élections ne dépasse pas 6 mois, on garde et la liste électorale, le fichier électoral et les démembrements de la CENI intacts. Si il y a une autre élection qui se passe après ce délai de 6 mois, on est tenu de revisiter les structures, les démembrements de la CENI, de les remplacer.
de procéder également à la révision du fichier électoral. Les avis des partis politiques divergent quant à ces hypothèses, mais tous s'accordent à dire que les élections doivent se dérouler dans de bonnes conditions. Nous nous sommes prononcés pour la deuxième hypothèse, qui est qu'il faudrait tenir compte d'un certain nombre de paramètres pour reporter simplement les élections. S'il se trouve que ces différentes structures et ces partenaires et que toutes les conditions sont réunies pour que nous puissions organiser ces élections en date, notamment au plus tard en mai, nous à la DFRDA, nous ne voyons pas d'inconvénient, nous sommes partants pour cette date. Nous sommes situés donc dans la deuxième tranche pour que au moins le temps qui va s'offrir à nous, que nous le mettions à profit pour régler les questions pendantes. Pour le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, cette rencontre était nécessaire car elle lui permet de pouvoir faire des propositions en Conseil de ministres. Les transporteurs font partie du dispositif de prévention contre la menace terroriste et le grand banditisme. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a rencontré les chauffeurs routiers cet après-midi. Objectif de la rencontre, inciter les transporteurs à se conformer à l'utilisation de feuilles de route pour faciliter l'identification de chaque voyageur. Le point avec Moussa Ouedraogo et Aruna Mare. Les moyens de transport peuvent être utilisés par des individus mal intentionnés pour commettre leur forfait. Pour contrer une telle menace, la délégation gouvernementale conduite par Simon Compaoré est venue annoncer à ses transporteurs une batterie de mesures. Désormais, ils ne devront pas bouger de leur station, de leur gare, sans avoir établi au préalable la feuille de route. Deuxièmement, ils doivent s'assurer que le véhicule est en bon état et possède les documents nécessaires pour voyager. Ensuite, nous leur avons dit de bien vouloir obtempérer lorsqu'il y a un arrêt souhaité par les forces de l'ordre. Nous leur avons dit également qu'on va veiller à ce qu'il n'y ait pas de raquettes. Sans langue de bois, la délégation gouvernementale et les transporteurs ont formulé des propositions allant dans le sens de la sécurisation du pays. L'utilisation des détecteurs de métaux dans les gares a été suggérée. Au-delà de ces mesures énoncées par la partie gouvernementale, ce transporteur attend beaucoup plus. Ce matin, c'est emprunté une voiture de Bobo à Ouara. On a été contrôlé seulement 2 fois. C'était le coffre seulement qu'ils ont ouvert. Et nous autres qui étions dedans là, si on possédait quand même des armes, on pouvait rentrer avec. L'initiative a été saluée par les transporteurs qui promettent sensibiliser en retour leur base. Instauré au lendemain du coup d'État manqué de septembre dernier, le couvre-feu a été levé hier sur toute l'étendue du territoire national. La levée de la mesure est diversement appréciée par les populations de la ville de Ouagadougou. Les uns se frottent les mains pour leurs affaires, d'autres par contre craignent pour la sécurité des populations. Couvre-feu là, ça ne m'a pas arrangé. Tu as vu? Je préparais 10 kilos. Maintenant, je prépare 2,5 kilos. Et ça ne finit pas. Ils ont enlevé le couvre-feu hier. On espère beaucoup de choses, que ça change. Comme le couvre-feu est levé, je pense que les gens vont circuler librement, ils seront libres, ils vont ainsi participer à aider la sécurité, à retrouver les suspects. Je trouve que le moment n'est pas opportun pour cela. Comme on vient de subir, en fait, il n'y a même pas longtemps. Donc je pense qu'il serait en tout cas judicieux qu'on prolonge ça, ne serait-ce que pour 1 mois, 2 mois, voilà, pour rétablir un peu l'équilibre avant de lever ça. Ici, là, dans le coin, là, les gens sortent à 23h jusqu'à minuit, 1h comme ça. Mais quand il y avait le couvre-feu à 23h, 22h, on ferme déjà. Donc il n'y avait pas le marché. Mais quand on a enlevé le couvre-feu, je suis très contente. Hier, nous, on a vendu beaucoup même. Je suis très contente.
Plus de place pour les panneaux publicitaires illégalement implantés dans la ville de Ouagadougou. Le service de la publicité de la mairie a procédé ce matin à l'enlèvement des panneaux fixés sans autorisation sur les avenues Muammar Kadhafi et France-Afrique. Les intéressés doivent s'acquitter de la somme de 400 000 francs CFA plus une amende avant d'être de nouveau visibles dans la capitale burkinabé. Mokhtar Ouedraogo, Estelle Judith Assokba. Sur les grandes avenues et rues de la ville de Ouagadougou sont implantés des panneaux publicitaires. Parmi ces panneaux figurent ceux qui ont été implantés de manière illégale. Le service de la publicité et du domaine public de la direction de construction et de l'urbanisme, appuyé par la police municipale, procède à leur destruction. Au niveau de la mairie, il y a des tests qui ont été pris de concert avec l'ensemble des régies de publicité pour réglementer l'implantation des panneaux dans la ville de Ouaga. Il se trouve que depuis un certain temps, certaines régies ont implanté des panneaux sans autorisation. Et en application des textes, nous faisons qu'enlever ces panneaux qui, du reste, ont été illégalement et irrégulièrement implantés dans la ville. L'opération est menée sur les avenues Muammar Kadhafi et France-Afrique. Selon M. Bado, certains intéressés ont été avertis, d'autres non, car ils ignorent les propriétaires. C'est le cas par exemple des panneaux jaunes. La procédure, il faut formuler une demande adressée au maire de la commune de Ouagadougou, au président de la délégation spéciale en l'espèce, pour que le dossier puisse être traité au niveau des services techniques. Après une visite de terrain, conformément à la réglementation, soumet un projet d'arrêté à l'attention de l'autorité communale qui décide de signer l'arrêté pour que vous puissiez implanter vos panneaux. Cette opération répond à l'application stricte des textes réglementant l'implantation des panneaux dans la ville de Ouagadougou. Elle a débuté depuis la première semaine du mois de janvier et c'est une dizaine de panneaux qui a été conduit à la fourrière. Nous avions suspendu entre-temps, mais je crois qu'elle est repartie de plus belle. Les propriétaires devront débourser 420 000 francs CFA pour le coût d'un panneau et s'acquitter d'une amende qui va de 5 000 francs à 100 000 francs CFA pour entrer en possession de leurs panneaux. Les tas d'immondices qui jouxtent le canal de Zorona ont-ils vraiment été enlevés? La question mérite d'être posée puisque le 12 janvier, les services de la direction de développement durable de la commune de Ouagadougou avaient procédé à l'enlèvement de ces ordures. Le constat 2 semaines plus tard est que les déchets sont toujours les maîtres des lieux. Le constat avec Adama Guiti et Nathalie Savadogo. Zogona, 1200 logements aux abords du canal. Les ordures ménagères s'amoncellent ici sans que rien ne soit fait. Une opération d'évacuation initiée par les services de la mairie le 12 janvier dernier n'est pas allée à terme. Conséquence, des tas d'ordures continuent d'être déversés. Les responsables, des ménages et autres individus qui trouvent là le lieu idéal pour se débarrasser de leurs immondices au mépris des règles. La mairie aura-t-elle finalement décidé de transformer cet endroit en dépotoir? Le 10 janvier dernier, un reportage de la RTB attirait l'attention sur l'insalubrité grandissante dans cette partie de la ville de Ouagadougou. Avec ce dépotoir à ciel ouvert, aujourd'hui encore, le constat reste le même. Il peut être qualifié d'écologiste et de défenseur de l'environnement. Loin des discours sur la protection de l'écosystème, il s'est mis à la tâche depuis une trentaine d'années lorsqu'il a senti la terre se dégrader et les arbres se raréfier. Aujourd'hui, le vieux Issa Savadogo a un verger d'espace végétal local qui fait sa fierté et celle de son village, le village de Birou, situé dans la province du Bam. Le constat avec Alidou Badini et Tanga Robert Kafando. Ce baobab a 28 ans, le même âge que ce canari qui rappelle les tout premiers moments du verger du vieux Issa Savadogo. À l'époque, il avait la trentaine et se souvient encore. Je transportais l'eau avec ce canari pour arroser mes plantes. À l'époque, le puits était très loin d'ici et il n'y avait même pas de bidon. Dans le village, tout le monde me prenait pour un fou. Et le fou assume donc sa folie, imprime sa vision. Et aujourd'hui, le résultat est là.
Plus de 400 plantes, essentiellement composées d'espèces locales et de plantes médicinales en voie de disparition. Dans notre localité et même dans le BAM, il y a des espèces locales qu'on ne peut encore trouver que dans mon verger ici. Le problème est que ceux-là même qui connaissent l'utilité de ces plantes n'ont pas à l'idée que quand on les coupe, il faut les remplacer. Dans la localité marquée par les traditions Mwaga, les croyances ont la peau dure. Des croyances que Issa Prosper a surmontées au risque de sa vie. Quand je plantais certaines espèces, on me disait que c'était interdit, donc ma fille. Mais je n'ai pas peur de la mort, pourvu que mes enfants et mes arrière-petits-enfants en profitent. Dans le village de Birou et même dans la province du BAM, le vieux Issa Prosper constitue une référence, un modèle en matière d'agroforesterie et de protection de l'environnement. J'ai connu les débuts du verger de Issa Prosper. Ça n'a pas été facile au début, mais c'est un homme persévérant et visionnaire. C'est aujourd'hui que beaucoup comprennent ce qu'il faisait à l'époque. C'est un travail qui porte beaucoup de fruits pour le producteur lui-même. Et c'est même un exemple, en tout cas multiplié, en tout cas dans beaucoup de localités. En termes de rendement, le paysan dit ne pas être riche, il est juste à l'abri du besoin. Son verger est sa fierté, le sens d'une vie. Au pied de la colline, le vieux Issa prend de l'âge et s'assagit, mais il continue toujours de planter des arbres, non pas pour lui-même, mais pour ses petits-enfants. Car le vieux Issa est convaincu d'une seule chose, si nous protégeons et soignons la nature, elle nous protégera et nous soignera en retour. À partir du 1er janvier, les appelés salariés du service national pour le développement bénéficieront des 2 tiers de leur salaire au lieu de 40 000 francs servis mensuellement. Les 1 tiers restants seront reversés au service national pour le développement. La nouvelle mesure a été expliquée aux chefs d'entreprises publiques et privées, Issa Kafando, Hortense Evelyne Yelemou. C'est au nom de l'égale participation de tous les citoyens à l'effort de développement national et au nom de l'égalité de tous les citoyens devant la loi que le SND, le Service national de développement, est allé à la conquête des travailleurs du privé. Une séance de sensibilisation aux dispositions légales et réglementaires suivie d'une opération de charme s'est imposée. L'APA est une nouvelle mesure qui permet aux travailleurs de bénéficier des 2 tiers de son salaire pendant son SND. Au lieu de 40 000 francs pour un travailleur, nous sommes aujourd'hui à 2 tiers. C'est-à-dire que l'État retient seulement 1 tiers du salaire de base de l'intéressé. Le moins que l'on puisse dire est que les chefs d'entreprise ne se sont pas bousculés pour entendre la bonne nouvelle. Les quelques-uns présents néanmoins semblent apprécier les nouvelles conditions. La procédure d'appelé de recrutement a été allégée. On a plusieurs possibilités d'enrôlement. Donc on va aller faire le point de la présentation et faire des propositions à notre hiérarchie. Ils ont parlé d'une situation, par exemple les 45 jours que l'agent peut faire, qui remplace le SND, si j'ai bien compris. Donc moi, dans mon cas, en tout cas au niveau de la banque, nous préférons cette situation. Au lieu que l'agent fasse les 12 mois du SND et qu'une partie de son salaire, c'est le tiers de son salaire, soit reversée au niveau du SND. Il est donc attendu de ces entreprises privées une déclaration de tous leurs employés non à jour du service légal, car le SND est obligatoire et légal pour tout Burkinabé âgé de 18 à 30 ans. Le panafricanisme et la formation des jeunes, 2 thématiques longuement abordées au cours d'une conférence à débat organisée à l'intention des étudiants de l'université Joseph Ki-Zerbo. Inciter la jeunesse estudiantine à suivre les sillons déjà tracés par les pionniers du panafricanisme pour mieux servir l'Afrique. C'est tout l'enjeu de cette conférence débat suivie par Amadou Ilboudo et Estelle Judith Assokba.
Une conférence à l'allure d'un cours magistral. Elle se déroule à l'amphi 1 de l'UFR, lac de l'Université Joseph Kizerbo. Et le thème qui captive l'attention de ses étudiants, le rôle du mouvement panafricain dans la formation des jeunes. De la définition du panafricanisme en passant par ses origines, les pionniers ou les précurseurs et la parenthèse burkinabé, le conférencier n'a voulu occulter aucune étape pour permettre à ces jeunes de mieux comprendre cette doctrine en vue de se donner la main pour construire l'Afrique. C'est de dire aux jeunes qui n'ont rien à réinventer, ils ont quelque chose à s'approprier. Les aînés ont défini la voie à suivre. Aujourd'hui, si nous les jeunes, on s'approprie ce que Kwame Nkrumah a proposé, l'Afrique ne sera pas en lambeaux. Si on s'approprie les idées de Thomas Sankara, le Burkina ne sera pas en lambeaux. Selon le conférencier, le panafricanisme est une doctrine qui tend à développer l'unité et la solidarité des peuples africains. Les participants se disent satisfaits et pensent avoir mieux cerné tous les contours du panafricanisme. Maintenant, nous allons nous inspirer vraiment de ces leaders-là et nous aussi, nous allons vraiment nous battre pour que le panafricanisme ne soit pas une utopie, ne soit pas vraiment une illusion, mais que ce soit une réalité. L'Union africaine vraiment soit vraiment une réalité. Très ravi de cette mobilisation, le conférencier encourage les jeunes à aimer la science, à forger leur personnalité et idéologie politique et à se battre pour faire développer leur pays, voire l'Afrique. Depuis 1955, le collège Notre-Dame de Kolognaba participe à l'éducation et à la formation des jeunes filles. Le collège célèbre depuis le samedi 23 janvier son 60e anniversaire. Ce jubilé a débuté par un défilé des différentes promotions. Paul David Bambara et Sali Doussa. Ce défilé des différentes promotions qui se sont succédées au Collège Notre-Dame de Kolognaba marque l'ouverture du jubilé de diamant de cet établissement. Elles étaient toutes là, de la première promotion de 1955 à celle de 2016. Pour les anciennes, cela constitue un moment de témoignage. La première promotion, quand même, on a donné de très bons résultats au BPC. Et puis, je crois que tout le monde avait eu, sur les 22. Un taux de succès qui s'est perpétué au fil des générations, d'où la fierté de fréquenter ce collège pour les plus jeunes. Je trouve le collège Notre-Dame de Kolognaba bien organisé, comme je le pensais. Et je suis fière d'être dans le collège. D'une première promotion de 22 pensionnaires, le KN compte aujourd'hui plus de 7000 élèves. Ce qui traduit le travail abattu par les responsables. Nous rendons donc grâce à tous les éducateurs, tous les formateurs qui ont pu contribuer à donner à notre pays une élite. Le gouvernement est vraiment reconnaissant pour cette contribution immense. Placé sous le thème « 60 ans au service de l'éducation et de la formation de la jeune fille », plusieurs activités sont au programme de ce jubilé, dont le clou sera la messe d'action de grâce le 30 janvier prochain à Kolognaba. L'artiste musicienne Sissao sera la représentante de Burkina au Kora, la cérémonie de récompense de la musique africaine qui se tiendra le 20 mars prochain à Windhoek en Namibie. L'équipe managériale de l'artiste est à la recherche de 10 millions de francs CFA pour assurer la participation de Sissao à ce grand rendez-vous de la musique du continent. Le point avec Konsoum Koulibaly et Monkun Dabire. Awa Sissao au Kora Award 2016 en Namibie, les acteurs culturels se mobilisent pour la soutenir. La musicienne burkinabé est nominée dans la catégorie meilleure artiste féminine de l'Afrique de l'Ouest. Et pour Sissao, c'est d'abord une question d'honneur de la patrie. Personnellement, je souhaite voir, après ce qu'on vient de traverser, j'ai envie de voir ces sourires sur le visage des gens. J'ai envie, à travers ma musique, à travers ma voix, faire savoir à ces personnes qui ont voulu et qui veulent s'aimer la zizane dans mon pays. Ça serait ailleurs, mais ce ne serait pas au Burkina Faso. Parce que, quoi qu'il advienne, nous serons toujours debout pour aller de l'avant. Mais la seule volonté de Sissao ne suffit pas. Pour être au rendez-vous de Windhoek le 26 mars prochain, il faut 10 millions de francs CFA pour le billet d'avion et l'hébergement de l'artiste. Et à son staff d'appeler à la fibre patriotique. On va se ruer vers les mécènes, des personnes de bonne volonté qui peuvent nous accompagner dans notre démarche.
Raison pour laquelle on a nommé l'opération des top 100 mécènes. C'est-à-dire 100 mécènes qui partiront déjà chacun avec un CD au prix de 100 000 francs. Pour voter Sissao et Okora, il faut envoyer 11 par SMS au 00248 984 000. L'artiste et son équipe managériale ont 2 mois pour mobiliser les fonds nécessaires. Le compte à rebours a donc commencé. En Centrafrique, la Cour constitutionnelle a annulé les résultats des élections législatives du 30 décembre 2015. Ce sont les nombreuses irrégularités constatées qui sont à l'origine de cette invalidation. Les résultats de la présidentielle organisée à la même date sont, quant à eux, validés. De nombreuses irrégularités, voilà ce que déplore la Cour constitutionnelle de Centrafrique qui annule les résultats des élections législatives du 30 décembre dernier. Les résultats de la présidentielle, organisés le même jour, sont quant à eux validés. Les 2 candidats arrivés en tête, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, vont donc s'affronter au second tour pour devenir président de la République. Parce que les élections vont permettre de voir des autorités légitimes et c'est un des éléments majeurs. Reste à fixer la date de ce second tour de la présidentielle. Il va falloir également choisir le jour des nouvelles élections législatives et s'assurer que le scrutin, cette fois, se déroulera dans de bonnes conditions. Après 3 ans de trou noir politique et sécuritaire, le principal enjeu de ces nouveaux rendez-vous électoraux maintes fois repoussés est un enjeu colossal, celui de ramener la paix dans le 2e pays le plus pauvre du monde. Le virus Zika gagne du terrain sur le continent américain et sa progression inquiète l'OMS. 21 des 55 États des États-Unis sont touchés, mais c'est au Brésil que la situation est la plus préoccupante. Ce virus a provoqué plus de 3000 cas de malformation chez les nourrissons en 2015. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de la propagation du virus Zika sur le continent américain. Dans une déclaration ce lundi, la responsable de l'OMS a souligné l'expansion rapide du virus à de nouvelles zones géographiques. Ce virus, lorsqu'il touche une femme enceinte, est soupçonné de provoquer des malformations du fœtus qui risquent de naître avec une toute petite tête. Précision de la directrice de l'OMS. Le lien de cause à effet entre l'infection du Zika durant la grossesse et la microcéphalie n'a pas encore été établi. J'insiste sur ce fait, le lien n'a pas été établi. Cela dit, les preuves circonstancielles sont très inquiétantes. C'est au Brésil que la situation est la plus préoccupante, avec plus de 3000 cas de microcéphalie enregistrés l'an dernier chez des nourrissons. Le ministre brésilien de la Santé a reconnu la semaine dernière que le pays faisait face à une véritable épidémie. Le virus circule notamment via une catégorie de moustiques. Les autorités mènent donc des actions de sensibilisation auprès des habitants pour qu'ils évitent de séjourner dans les zones d'eau stagnante propices à la prolifération de ces moustiques. En Hexagone, les chauffeurs de taxi ne décolèrent pas. Ils ont une nouvelle fois manifesté contre les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur. Ils accusent ces derniers de faire de la concurrence déloyale. Les syndicats des travailleurs étaient également en grève. En France, nouvelle mobilisation ce mardi des chauffeurs de taxi en colère contre les VTC. Et une nouvelle fois, les manifestations ont donné lieu à des débordements. On le voit ici à Paris. Des chauffeurs en colère ont momentanément bloqué le périphérique ou encore l'accès aux aéroports. Une personne a été blessée. La police a procédé à une vingtaine d'interpellations. Aujourd'hui, les chauffeurs qui louent leur taxi ne peuvent plus payer et rendre les voitures. Les chauffeurs qui payent la licence taxi ne peuvent plus payer les banques. C'est une mobilisation européenne car tous les collègues en Europe sont touchés par ces dérégulations, cette déréglementation favorisée par des multinationales qui développent des applications qui ont souvent un fonctionnement illégal. Les manifestants ont reçu le soutien de plusieurs collègues venus de Belgique, d'Italie ou d'Espagne. Ainsi, cet Espagnol venu de Valence. Notre présence, dit-il, vise à donner encore plus de poids au mouvement des taxis français et à mettre fin à ce cauchemar. Cette mobilisation des chauffeurs de taxi coïncide avec une grande journée d'action décidée par les syndicats des secteurs publics et privés. Une grève destinée à faire pression sur le gouvernement pour l'emploi et les salaires. Personnels de santé, enseignants, mais également aiguilleurs du ciel ont été appelés à cesser le travail. Des défilés étaient prévus dans la journée à Paris et dans les grandes villes.
Les quotidiens du jour se sont principalement intéressés à l'hommage rendu aux victimes des attaques terroristes du 15 janvier 2016 au Burkina Faso. La revue de presse est avec Abdul Rasmane Zongo. Debout comme un seul homme, le Burkina Faso fait ses adieux aux disparus des attaques terroristes de Ouagadougou et Tinakov, affiche le quotidien. La nation ne les oubliera pas, titre DNF. En chiffres, 32 tués, 24 hommes, 8 femmes, de 11 nationalités et 71 blessés, détaille le journal Le Soir et rappelle, c'est la 3e fois que la nation pleure à la place de la nation. Une place de la révolution balayée par le souffle des victimes, constate l'observateur. Citoyen souligne, le Burkina Faso pleure ses morts, mais reste debout. Debout comme pour dire non à cette barbarie, et qui mieux que le président du Faso de s'exprimer en ces termes dans les colonnes des éditions Le Pays. C'est mal connaître le peuple burkinabé. Roch-Marc Christian Kaboré renchérit dans le journal Notre Temps. Notre peuple ne s'est jamais plié ni résigné devant ses ennemis. Au-delà de la douleur, le Faso reste le plus fort, résume aujourd'hui au Faso. En page santé et sport, le quotidien d'État fixe l'attention sur le spectre de la méningite, dont 124 cas ont déjà été enregistrés en ce mois de janvier. Et des mesures doivent être prises, prévient le journal. Partira, partira pas, Bertrand Traoré est convoité à Marseille. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'édition synthèse sera assurée par Jacques Lamissa à Tarpaga.